Bien, action. Bonjour. On est presque. Oh là. Ça me manquait pas vraiment. On espère toujours qu'avec l'avancée, on va dire, en âge ou en maturité, voilà, vous acquériez justement une certaine maturité. Donc, bon, voilà. C'est fatigant quelque part. Mais bon, peut-être qu'un jour vous arriverez enfin à sortir de cette espèce d'enfance étudiantine pour devenir des gens voilà, normalement cortiqués. Bon. On va parler. J'ai eu une question par l'un d'entre vous tout à l'heure sur est-ce que ce que je fais pour l'instant fait partie du programme pour le devoir sur table. Je ne sais pas. Je vous dirai ça la prochaine fois. Je vais m'enquérir de mon collègue, auprès de mon collègue Olivier Biondi, s'il veut ou pas. Mais c'est quoi? C'est dans 15 jours? Ça va être un peu court après. Donc, bon, on va voir avec lui, mais je n'aurai pas grand-chose à vous demander. Donc. La probabilité est faible. Mais, pour l'instant, je vérifie. Donc, on a parlé donc de d'homéostasie de manière générale. On a parlé de régulation dans le système végétatif. Et puis, le dernier élément, bien sûr, de la régulation de votre homéostasie, c'est les régulations hormonales. Et donc, on va voir un petit peu, en 1h30, l'ensemble de l'hormonologie. C'est un peu ambitieux. Donc, c'est vraiment des très, très larges généralités. Et puis, c'est vraiment que si vous choisissez de faire de la physio au second semestre, qu'on verra les choses un peu plus en détail sur, on va dire, les grandes fonctions avec leur régulation endocrinienne au sens large. Et puis, vous verrez que quand même, de toute façon, il y a un certain flou dans la définition d'une hormone. Le système endocrinien, c'est un des principaux systèmes de communication, de gestion. Puisque je vous l'ai dit, il y a le système nerveux végétatif et puis il y a ça. Finalement, c'est ces deux systèmes qui vont jouer ensemble pour réguler notre homéostasie. Après, voilà, les organes, les fonctions, les systèmes vont répondre à cette commande neuro-endocrine et vont ensuite adapter le métabolisme pour que vous retourniez à l'équilibre. Si on regarde ce qu'est le système endocrinien, en fait, c'est quelque chose de très diversifié, puisque vous avez des tissus qui sont très spécifiquement des glandes endocrines. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a spécifiquement endocrine? La glande thyroïde, par exemple. La glande thyroïde, elle ne fait que des hormones. Elle ne sert pas à grand-chose d'autre. Elle ne fait que des hormones. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, ça a quelques soucis parce que cette fonction est importante, mais ça ne fait que des hormones. Donc c'est une glande endocrine bien individualisée. Il y a en fait beaucoup de glandes qui sont plutôt, on va dire, mixtes, parce qu'on va avoir des cellules à activité endocrine au milieu d'autres choses. Et donc, dans ces autres choses, on peut prendre des exemples. Le pancréas. Le pancréas, il a sa fonction exocrine et sa fonction endocrine. Donc, il y a à la fois du tissu hormonal et du tissu exocrine. Les gonades, que ce soit les testicules ou les ovaires, il y a une fonction de production de gamètes. Et puis, en même temps, il y a une production d'hormones, que ce soit tous les stéroïdes, par exemple, et quelques hormones protéiques. Il y a souvent ce mélange entre glandes endocrines et tissus exocrines. Et puis vous avez des choses qui sont encore plus disséminées. On le reverra avec la fonction intestinale. Vous avez des cellules à activité endocrine réparties un petit peu tout du long, par exemple, de votre intestin, à l'intérieur de vos cryptes intestinales, dans les cryptes de votre estomac. Vous avez des cellules à activité endocrine au milieu de tout le reste. Et puis, il y a des structures un petit peu particulières qui sont des structures, on va dire, d'origine hormonale. On a parlé de l'hypothalamus et de l'hypophyse la dernière fois. Alors, l'hypothalamus, c'est une structure complètement neuronale, mais certains des neurones qui sont présents dans l'hypothalamus vont avoir leurs axones qui se terminent directement à proximité des vaisseaux sanguins et donc vont libérer des neurohormones
qui seront là pour jouer dans notre métabolisme. Et après, il y a d'autres terminaisons qui vont se prolonger dans l'hypophyse. Et donc l'hypophyse, c'est un tissu mixte, parce qu'il va y avoir à la fois simplement des terminaisons d'axones qui vont elles aussi libérer des hormones au niveau de cette partie postérieure de l'hypophyse qu'on appelle la post-hypophyse. Et puis il y a d'autres neurones, d'autres axones qui vont se terminer à proximité de cellules endocrines pour les réguler et qui, elles, produiront à leur tour des hormones. Donc on a vraiment toutes sortes de figures un petit peu particulières. Il y a un autre exemple dans ces structures neuronales. On l'a évoqué à propos du système sympathique la dernière fois, qui est la médullo-surrénale. La médullo-surrénale, au départ, c'est un ganglion d'origine neuronale et qui est, on va dire, quelque peu dégénéré, puisque au lieu de libérer ces neuromédiateurs au niveau d'une plaque synaptique, eh bien, il les libère dans la circulation sanguine. Et il s'agit des catécholamines avec le rôle tout à fait majeur dans la réponse au stress ou des choses comme ça. Cette hétérogénéité, on va la retrouver aussi en termes de nature même de ces médiateurs, puisqu'en fait, en dehors du fait... Tiens, c'est un peu faible. Hein. En dehors du fait que ce soit tous des médiateurs chimiques, on peut des messagers chimiques, on verra que la structure elle-même peut être extrêmement variable. Donc on va essayer de leur trouver quelques caractéristiques un peu communes. Donc elles sont produites par des cellules endocrines, avec cette grande distinction que vous avez, j'imagine, appris, en particulier si vous êtes passé en P1, entre exocrine et endocrine. Ces cellules endocrines, finalement, au départ, sont le même type de cellules d'un point de vue embryologique. Simplement, les unes sont retrouvées à distance du milieu extérieur et donc libèrent leur production dans le sang, alors que les autres sont reliées d'une manière ou d'une autre à l'extérieur et donc elles ont une activité exocrine. Donc ici, ce sont des cellules endocrines qui vont réagir à toutes ces variations de l'homéostasie. Et donc la définition, bien sûr, c'est la sécrétion dans le milieu intérieur. Et puis un niveau d'action qui est relativement divers, puisque certaines cellules, quand elles vont produire des médiateurs, ces médiateurs vont pouvoir agir sur la cellule elle-même, une autorégulation finalement, ce qu'on appelle une régulation, une action autocrine. Elles pourront également agir sur les cellules avoisinantes. Si on regarde le pancréas, dans le pancréas, c'est encore plus compliqué. Il y a des cellules exocrines et des cellules endocrines. Et dans les cellules endocrines, il y en a au moins 4 types différents, et chacune produisant une ou plusieurs hormones qui est susceptible d'agir sur les autres types cellulaires. Donc voilà, ça joue ensemble. Ce qu'on appelle l'effet paracrine, en fait, c'est autour. Et puis, bien sûr, la définition même des médiateurs hormonaux, c'est une action systémique. L'insuline qui est libérée par votre pancréas au niveau du système digestif, elle va pouvoir agir sur tous vos muscles, par exemple, pour stimuler la captation de glucose. Il n'y a pas que ça, mais entre autres, un exemple de l'action de l'insuline. Donc une action à différents niveaux, en partie systémique, et puis bien sûr, on peut identifier au niveau des cibles de ces médiateurs des récepteurs spécifiques. Il y a vraiment une spécificité d'action, parce que la cellule va agir sur récepteur l'hormone va agir sur ce récepteur pour induire un effet biologique. S'il n'y a pas de récepteur, il n'y a pas d'action. Si il y a d'autres systèmes qui interfèrent avec le fonctionnement du récepteur, on va modifier la sensibilité de la cellule à l'action des hormones. Alors, qu'est-ce qu'on a comme médiateur? On a d'abord des dérivés, pour les structures les plus simples, des dérivés d'acides aminés. J'ai mentionné la thyroïde tout à l'heure. La thyroïde, elle va produire en particulier les hormones dites thyroïdiennes. Elle ne produit pas que des hormones thyroïdiennes, mais on produit en particulier celles-là. Et les deux principales hormones thyroïdiennes sont ces deux molécules. La tétraiodothyronine, on appelle aussi thyroxine ou T4. En fait, vous voyez qu'il y a 4 atomes d'iode sur ces deux noyaux aromatiques. Donc, si vous vous souvenez de la structure des acides aminés, vous voyez que c'est dérivé de la phénylalanine, la tyrosine. Et puis ici, l'autre molécule importante, c'est la triiodothyronine. Il y a 3 atomes d'iode fixés sur ces deux noyaux aromatiques. On
appelle aussi T3, c'est la forme en fait biologiquement active des hormones thyroïdiennes. La thyroïde, elle produit beaucoup de ça, T4, mais en fait, pour qu'elle soit active dans le sang, dans le contact des cellules, cette T4 va être transformée en T3 et c'est cette T3 qui va être l'hormone active. Donc ici, dérivé assez simple finalement, la tyrosine. Et puis dans la même catégorie, dérivé de la tyrosine ou de la phénylalanine, ça dépend à quelle étape du métabolisme vous vous intéressez. Les catécholamines, bien sûr, avec cette structure qui est la structure aussi dérivée de la tyrosine, avec simplement la décarboxylation, puis éventuellement de la méthylation et l'hydroxylation sur la chaîne latérale pour former d'une part la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. Donc des dérivés relativement simples d'acides aminés. Après, on va retrouver une série de molécules, de masse moléculaire relativement variables, souvent des protéines ou des peptides, masse moléculaire relativement faible. Ça veut dire que, bien sûr, si la masse moléculaire est faible, eh bien, la demi-vie de ces molécules sera relativement courte. Alors, on a l'habitude de les regrouper en familles. Voilà, il y a des parentés en termes de mécanismes d'action, en particulier voilà, l'insuline et les IGF, les insulin-like growth factors. En fait, en termes de structure, la communauté structure est assez faible. Par contre, si on regarde les hormones qui sont produites au niveau hypophysaire, on va avoir toute une série d'hormones qui sont en fait bicaténaires, avec une chaîne alpha, une chaîne bêta, et la chaîne alpha sera commune à toute une série de ces hormones, les hormones comme la FSH et LH pour la fonction sexuelle, comme l'hormone de croissance, la GH, etc. Et puis il y aura, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, le motif peptide pancréatique. En fait, il y a un certain nombre de protéines qui ont une espèce de communauté de structure, assez curieuse d'ailleurs, puisqu'elles font à peu près toutes une vingtaine d'acides aminés. Elles ont toutes ce motif peptide pancréatique, et pourtant elles ont des propriétés biologiques assez différentes. Et en plus, elles ont des localisations différentes aussi en termes de sites de production, dont cette famille associée au glucagon, etc. Voilà, toutes sortes de peptides et de protéines. Ces peptides et protéines, bien sûr, il va falloir les synthétiser dans les organes producteurs. Et donc, il y a un schéma général de synthèse de ces hormones, puisque vous connaissez, vous avez quelques bases de biologie cellulaire. Vous savez que pour qu'une cellule puisse produire une protéine qui passe dans la circulation générale, ou en tout cas dans le milieu extracellulaire, il faut que cette protéine passe par le réticulum endoplasmique rugueux, passe ensuite dans le Golgi, les vésicules de stockage et ou de sécrétion, et soit produite par exocytose. Et donc pour que la synthèse se fasse dans le réticulum endoplasmique, il faut que ces protéines soient synthétisées sous la forme d'une pré-pro-hormone avec un peptide signal qui va permettre l'entrée de l'hormone au fur et à mesure de sa synthèse dans les citernes du réticulum. Et puis, à l'intérieur du réticulum endoplasmique, le peptide signal sera coupé, clivé, et on formera ce qu'on appelle une pro-hormone. Et puis ensuite, notre protéine va subir différentes étapes on va dire, de maturation qui vont lui permettre d'acquérir sa structure éventuellement tertiaire, voire quaternaire, subir éventuellement des glycosylations, autres modifications, des coupures, pourquoi pas. Et tout ça, ça va se passer jusque dans l'appareil de Golgi, voire les vésicules produites par l'appareil de Golgi, où on va avoir un stockage avant sécrétion. Souvent, pour un ensemble de ces protéines, on aura l'occasion d'y revenir, eh bien, il existe un clivage protéolytique, une élimination plus ou moins importante des extrémités de cette pro-hormone pour former l'hormone native. Et puis ensuite, eh bien, on va libérer l'hormone et les autres peptides par exocytose. C'est important, toutes ces notions, pour la mise au point, par exemple, d'hormones recombinantes. Si on veut faire exprimer simplement le gène de l'hormone par une cellule bactérienne,
on peut exprimer la pré-pro-hormone, puisque si on isole le gène, on aura voilà, quelque chose qui correspond à l'ensemble de la structure de la pré-pro-hormone. Et donc toute la difficulté, bien sûr, sera de transformer cette pré-pro-hormone en hormone native. Et donc ça, on a mis quand même un certain temps avant d'arriver à produire des hormones recombinantes. Et en fait, ça ne marche pas pour toutes les protéines. Il y a bien sûr quelques cas particuliers. Alors, j'ai parlé de l'insuline avec ses effets périphériques. Voilà un exemple. C'est à la fois ce schéma général, une pré-pro-hormone transformée en pro-hormone, puis en insuline active. Et puis un petit peu particulier parce qu'au départ, on a une seule séquence protéique avec la pré-pro-hormone et on arrive à une hormone sécrétée donc dans la circulation qui a une structure bicaténaire. Tout simplement parce que notre pré-pro-hormone, voilà, elle a un petit signal et puis une longue chaîne qui, au cours de sa transformation, ici on va perdre le peptide signal, mais on va créer des ponts disulfure intracaténaires entre les deux extrémités, la chaîne dite B et la chaîne dite A de la molécule. Et puis il existera un long peptide C, qui va être ensuite clivé et libéré. Et donc l'hormone native, l'insuline active que vous avez dans votre circulation sanguine, elle est formée de cette structure bicaténaire avec ces deux ponts disulfure intercaténaires et un pont disulfure intracaténaire. Ça correspond aux cystéines de cette protéine. Alors pourquoi c'est important? Pour deux raisons. D'abord, voilà, c'est comme ça que ça marche, mais surtout, il y a des variations de coupure. Et par exemple, voilà, ça vous donne l'impression que c'est quelque chose d'assez précis, hein, que ça coupe exactement voilà, sur un acide déterminé à ce niveau-là, et puis un acide aminé déterminé à ce niveau-là. Et la réalité montre qu'il y a des petites variations. Il peut y avoir un ou deux acides aminés en plus ou en moins, ou deux extrémités. Et ça va former des hormones inactives. Et donc, toute la difficulté, pendant très longtemps, quand on faisait des dosages d'insuline chez les patients, on mesurait à la fois l'insuline sous cette forme-là, à la fois on trouvait, on va dire plutôt cette forme-là, c'est-à-dire l'insuline native, il y avait des formes traces d'insuline qui avaient été mal maturées, en particulier les cellules cancéreuses. Certaines cellules cancéreuses sont capables de produire une espèce de pro-hormone. Et puis on trouvait aussi ces formes de clivage un petit peu intermédiaires. Et donc on dosait une espèce de soupe d'insuline. Et donc on n'avait pas réellement une idée de quelle était la quantité d'insuline active. Maintenant, on a affiné les mises au point avec en particulier des anticorps monoclonaux dirigés sur des sites bien particuliers qui nous permettent d'apprécier vraiment quelle est la quantité d'insuline active chez les patients. L'autre élément important par rapport à tout cela, c'est que dans la sécrétion de l'insuline, eh bien, il y a dans les vésicules de stockage où se trouve cette insuline native, on va trouver également le peptide C sous forme intacte. Et donc la cellule bêta du pancréas, quand elle va libérer de l'insuline, elle va libérer à la fois l'insuline native et le peptide C. Et ce dosage, ce peptide C, ça a un intérêt diagnostique. Et dans le suivi thérapeutique des patients, en particulier chez les diabétiques de type 1, je ne sais pas si vous connaissez le diabète, mais il y a deux types de diabète. Il y a des patients qui sont immédiatement insulinodépendants parce que leurs cellules bêta ne fonctionnent plus. Ça, c'est le cas, souvent, ça arrive chez l'enfant. Et puis, il y a un diabète de type 2 chez tous les gens qui développent, qui deviennent prospères, avec la prospérité, la charge en graisse. On devient un peu moins efficace et ça perturbe un peu le métabolisme de l'insuline et son action. Et donc, on devient diabétique de type 2. Et donc, c'est important, ce peptide C, en particulier chez les patients avec un diabète de type 1, parce que tant qu'il y a du peptide C dans la circulation, ça veut dire que le patient est capable de produire un petit peu d'insuline. Alors que quand il n'y en a plus, même si on dose de l'insuline, en général, ça veut dire que ça correspond à l'insuline qu'il a utilisée pour son traitement. Et donc, ça permet de différencier insuline native et insuline exogène. Et puis, accessoirement, ça peut avoir un intérêt pour certains, là aussi, dans le diagnostic de certains cancers. Voilà. Donc, insuline,
voilà, c'est un cas particulier. Il y a d'autres exemples. Hein. Les hormones thyroïdiennes, elles sont contrôlées par ce qu'on appelle la TRH, la tyrosine releasing hormone. Et en fait, c'est un pentamère. Voilà, il y a 5 fois le même motif hormonal qui est présent dans la protéine qui est synthétisée. Et puis, c'est découpé en autant d'hormones. Et puis, un autre exemple, je ne sais pas s'il y a le schéma derrière, où il a la pro-opiomélanocортine, oubliez le nom, mais voilà, POMC, c'est ce qu'on appelle une pro-polyhormone. Un de mes maîtres qui parlait d'une protéine MIRV, par référence au missile balistique à tête multiple. C'est un seul médiateur au départ, une seule protéine, et dans le découpage de cette protéine, eh bien, on va avoir, en fonction du découpage, en fonction du tissu, plusieurs hormones différentes qui vont être produites. Et donc, dans l'exemple de cette POMC, ah non, ça c'est encore un autre exemple, pardon. L'exemple de la POMC, il y a des choses qui jouent à la fois sur la coloration de votre peau, hein, les mélanocortines. Il y a des encéphalines, donc qui jouent sur votre système de récompense. Il y a des médiateurs qui jouent sur votre comportement alimentaire. Il y en a qui régulent votre cortico-surrénal. Vous voyez, donc, c'est curieusement, on va dire, un seul gène dont les produits de découpage vont pouvoir avoir des effets multiples. Et puis un autre exemple, celui du glucagon. En fait, le glucagon, en fonction du tissu, eh bien, il va pouvoir être transformé en deux catégories de médiateurs différents. Dans le pancréas, notre proglucagon, donc la protéine précurseur, va être découpée simplement pour libérer du glucagon, alors que dans la paroi de l'intestin, eh bien, ce proglucagon ne va absolument pas conduire à cette hormone. Il va conduire à quelque chose d'un petit peu particulier qu'on appelle l'oxyntomoduline, qui est un facteur, on va dire, trophique de l'estomac. Mais surtout, 2 molécules, on s'intéresse beaucoup à l'heure actuelle, qu'on appelle les incrétines, les glucagon-like peptides, qu'on utilise maintenant en thérapeutique, justement pour traiter le diabète de type 2. On aura l'occasion, oui, si vous faites de la physio au second semestre, on parlera un peu de ça. Voilà, donc des acides aminés, des protéines, ou des peptides, et puis également des lipides. Des lipides, une grande catégorie, une catégorie extrêmement riche, ce sont tous les dérivés des stéroïdes. Les stéroïdes, c'est quoi? Ce sont au départ des dérivés du cholestérol. Donc on va avoir des tissus, par exemple, il y a une partie de la surrénale qu'on appelle la cortico-surrénale qui produit beaucoup de stéroïdes, de même que vos gonades, au niveau du follicule ovarien comme au niveau du testicule, eh bien, on va pouvoir produire des hormones stéroïdes à partir du cholestérol. Le mécanisme, on ne va pas rentrer dans la biochimie de la chose, ça fait intervenir des cytochromes P450 dans le réticulum, décidément, dans le réticulum endoplasmique des cellules, et puis des mitochondries. Et ça va conduire à quoi? Eh bien, des choses qui jouent sur votre équilibre hydromidéral, les minéralocorticoïdes, des hormones qui jouent dans votre réponse au stress, le cortisol, et tous les... vous avez entendu, j'imagine, les histoires des joueurs de rugby chez lesquels on a trouvé des corticoïdes. C'est la même famille que ces glucocorticoïdes, à propriété anti-inflammatoire importante. Et puis les stéroïdes sexuels, les androgènes, les œstrogènes, la progestérone, etc. Ici, ce sont des médiateurs qui ne sont pas stockés, à la différence des peptides. Ils vont être, j'allais dire, produits à la demande et donc libérés par diffusion. Il y a des espèces de gouttelettes lipidiques à l'intérieur des cellules qui produisent ces hormones et au fur et à mesure des besoins, eh bien, on va produire ces médiateurs. Ce qui est un aspect un petit peu particulier du métabolisme, alors de ces stéroïdes, pas tellement de la partie minéralocorticoïde, mais plutôt des autres. C'est toutes sortes d'interconversions. Vous avez sans doute entendu parler d'un produit qu'on utilisait en thérapeutique. Il n'y en a plus beaucoup, ce qu'on appelait la cortisone. Cortisone, il n'y a plus que quelques spécialités médicamenteuses qui contiennent la cortisone. Maintenant, il y a beaucoup d'autres corticoïdes de synthèse qui sont utilisés.
Mais la cortisone, c'était un des premiers traitements glucocorticoïdes. En fait, c'est dans l'organisme, vous trouvez cette hormone glucocorticoïde, le cortisol, sous deux formes. Une forme active, le cortisol, et une forme inactive, la cortisone. La cortisone, quand elle rentre dans la circulation, par exemple après administration d'un médicament, eh bien, elle est réactivée en cortisol et ça va avoir l'effet. Et puis, il y a des interconversions beaucoup plus importantes, beaucoup plus gênantes dans certaines circonstances pathologiques entre les stéroïdes sexuels, parce que les androgènes peuvent être convertis en œstrogènes. Et ça se passe en particulier chez certains patients obèses avec la surcharge pondérale. Le tissu adipeux est capable de produire une enzyme qui va provoquer cette conversion. Et donc, on va avoir chez certains patients une féminisation avec voilà, une perte de la pilosité, une gynécomastie, des choses comme ça. Et puis, à l'inverse, alors c'est d'ailleurs curieux parce que c'est vraiment une image en miroir, chez les femmes en surpoids, il peut y avoir ce qu'on appelle une virilisation, un hirsutisme, qui est lié au fait que les œstrogènes sont un peu trop convertis en androgènes. Et donc, on va avoir des femmes qui vont avoir des troubles ovariens, syndrome des ovaires polykystiques, qui vont développer une pilosité de type masculine, qui vont avoir la voix qui devient plus rauque, etc. Donc, qui est lié à cette capacité que nous avons à transformer ces différentes hormones, et en particulier dans certaines situations pathologiques. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, juste pour vous rappeler à la fois la structure du cholestérol et puis de ces hormones, les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes, et puis les hormones sexuelles, androgènes et œstrogènes. Ces hormones, une fois qu'elles sont produites par les cellules, il faut bien les véhiculer, plus ou moins les véhiculer dans le sang. Pour ce qui est des acides aminés et des peptides protéines, finalement, c'est normalement hydrosoluble, donc il n'y a pas vraiment de problème pour le transport. Donc, les protéines de transport associées, elles auront plutôt un rôle régulateur. Alors que pour d'autres hormones, tout ce qui est lipidique, eh bien, vous savez bien que les lipides, c'est hydrophobe. Et donc, pour les véhiculer dans le sang, il va falloir les transporter avec des protéines vectrices. Et donc, on va avoir obligatoirement, par exemple, pour les stéroïdes, deux protéines vectrices qu'on appelle la cortisol binding globulin ou la sex hormone binding globulin, qui vont chacune avoir une certaine spécificité de liaison d'hormones stéroïdes. Et puis, on a d'autres, je vous ai dit, protéines de liaison qui sont là plutôt pour réguler la durée de vie d'hormones peptidiques, que ce soit celles qui régulent l'hormone de croissance ou l'IGF, ou bien les hormones thyroïdiennes. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, que pour un certain nombre de petites molécules, ou relativement petites molécules, eh bien, l'albumine est aussi un système de transport relativement efficace, relativement abondant, liant de façon non spécifique un certain nombre de ces facteurs. Bien sûr, cette liaison est un élément de régulation, oui, de l'activité, pour une raison simple, de ces hormones, pour une raison simple, c'est que seule la forme libre, donc complètement disponible, est active, peut interagir avec le récepteur des cellules. Et donc, voilà, c'est une capacité de diffusion. S'il y a beaucoup d'hormones, de protéines de liaison et qu'elles relâchent mal leurs hormones, eh bien, on va avoir du mal à avoir l'effet métabolique de ces hormones. Alors, un exemple, d'habitude, on aime bien parler de la ménopause, enfin, on aime bien. En hormologie, on parle beaucoup, bien sûr, de ménopause, parce que voilà, les variations importantes du milieu hormonal autour de la ménopause sont quand même assez majeures, avec des conséquences majeures. Mais il y a un autre exemple, pour une fois, on va changer, qui est l'andropause. L'andropause, c'est, on va dire, est-ce l'équivalent de la ménopause? On ne sait pas. D'abord, il y a des mâles qui disent que ça n'existe pas. Victor Hugo a procréé à, je ne sais plus quel âge, 85 ans. Donc théoriquement, visiblement, pour certains hommes, ça peut durer longtemps. Mais il y a quand même une diminution de la fonction reproductrice mâle avec le temps. Peut-être parce qu'on produit moins de testostérone, mais aussi parce qu'en parallèle, il y a une augmentation de la protéine de liaison. Et comme il y a beaucoup de protéines de liaison, il y a moins d'hormones et plus de protéines de liaison.
et donc de facto, il y a moins d'hormones libres, et donc les effets de la testostérone sur les caractéristiques masculines vont diminuer avec le temps, et c'est ce qui caractérise cette andropause. Donc, importance dans l'action, et donc résumé ici sur ces différentes fonctions de ces protéines vectrices: la distribution des molécules lipophiles, la régulation de la concentration d'hormones libres, et puis un élément que je n'ai pas encore évoqué. Peut-être, on parlera bien sûr ensemble de la fonction rénale. La fonction rénale, on filtre au niveau rénal toutes les protéines qui ont une masse moléculaire inférieure à 60 kDa. Je vous ai parlé d'un certain nombre, beaucoup de médiateurs sont des peptides de petite taille, 19 acides aminés, même 30 acides aminés, ce sont des petits peptides qui filtrent complètement facilement à travers le rein. Et la liaison à des protéines vectrices permet de protéger ces peptides vis-à-vis de l'élimination rénale. On va faire des gros complexes protéiques qui ne seront pas filtrés ou moins filtrés, et donc cela va allonger la durée de vie de ces protéines dans la circulation. Alors, transport, métabolisme, de manière générale, excusez-moi, voilà, il faut, après que leur action, que ces médiateurs soient éliminés relativement rapidement. Ça peut être extrêmement bref. Les catécholamines ont une durée de vie extrêmement courte dans votre organisme. Heureusement d'ailleurs. Vous savez que ça dure quand même parfois un peu plus que vous souhaiteriez. Vous avez, voilà, si vous conduisez et que vous échappez, vous avez failli emboutir le voisin, vous avez votre cœur qui palpite, mais ça dure quelques minutes. Ça veut dire que quelque part, on a éliminé très rapidement cette hormone parce qu'elle a agi, et puis ensuite, voilà, il faut l'éliminer. Donc, normalement, il faut une élimination rapide de la plupart des hormones. Ça peut être par l'excrétion, bien sûr, et puis ça peut être aussi par la métabolisation, la dégradation par un certain nombre de tissus. Il y a des tissus qui ont une activité tout à fait spécifique dans cette dégradation, le foie, les reins. Le foie parce que, par exemple, la plupart des hormones pancréatiques vont passer directement dans le foie avant de gagner la circulation périphérique. Et donc, le glucagon, il est à la fois médiateur qui agit sur le foie, mais il va être aussi complètement éliminé. Les hormones stéroïdiennes vont être éliminées pour l'essentiel par voie hépatique. Et d'ailleurs, pourquoi si vous suivez un peu l'histoire du dopage, un des grands effets secondaires et des complications associées au dopage par les stéroïdes anabolisants, donc les androgènes, c'est le cancer du foie, tout simplement parce que quand on se bourre d'anabolisants, eh bien, il y en a une partie très importante qui arrive dans le foie, et que dans le foie, ça a un certain nombre d'effets secondaires. Ça agit aussi sur la prolifération cellulaire au niveau hépatique, et donc les phénomènes de cancérisation. Donc, métabolisme important par le foie, et puis par le rein. Le rein, en particulier, je parlais de cette filtration des petits peptides. Et effectivement, ils sont dégradés dans le rein parce que les petits peptides, vous ne les retrouvez jamais, sauf si votre rein ne fonctionne pas, vous ne les retrouvez jamais dans l'urine, tout simplement parce que le rein va les dégrader complètement. Et puis, bien sûr, il y a des dégradations particulières au niveau des tissus cibles. Par exemple, dans le cas d'un certain nombre d'hormones polypeptidiques, lorsqu'elles vont se lier à leurs récepteurs, elles vont induire un signal. Et puis, une fois que le signal aura été transmis, ou à peu près en même temps, il va se mettre en route un processus dit d'internalisation de ce complexe hormone-récepteur. C'est le cas, par exemple, de l'insuline. Quand l'insuline se lie à son récepteur, elle va activer un signal d'autophosphorylation du récepteur sur des tyrosines, etc., qui lui donne une activité enzymatique, tyrosine kinase. Et puis, en même temps, ça va déclencher l'internalisation du complexe hormone-récepteur. Et ce complexe hormone-récepteur, il est internalisé à l'intérieur de vésicules d'endocytose qui vont fusionner avec des lysosomes. Et donc, à l'intérieur de ces lysosomes, eh bien, les hormones vont être dégradées par une enzyme, une polypeptidase, qui est à peu près commune à l'ensemble de ces hormones polypeptidiques. Et puis souvent,
le récepteur, pardon, lui, va être recyclé de façon plus ou moins importante à la membrane cellulaire. Et donc, ça permet finalement d'éliminer spécifiquement l'hormone tout en gardant un pool de récepteurs actifs à la membrane. Il y a d'autres systèmes de régulation, par exemple pour les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, on verra tout à l'heure qu'elles agissent sur des récepteurs intracellulaires. Et à l'intérieur de la cellule, eh bien, il existe des enzymes qu'on appelle des désiodases qui vont transformer, enlever des atomes d'iode sur ces molécules, un T3, T4, comme vous voyez tout à l'heure. Et dès qu'elles perdent leur iode, eh bien, elles deviennent inactives. Et puis, dans le cadre des stéroïdes, il y a toutes sortes de réactions de transformation, tout simplement parce que les stéroïdes sont des molécules liposolubles et il va falloir les éliminer. Votre organisme, il sait surtout éliminer des formes, on va dire, hydrophiles, hydrosolubles. Et donc, le métabolisme des stéroïdes, ça va être surtout pour les transformer en quelque chose d'un peu plus soluble, en leur raccrochant des groupements hydroxyles, et puis en les conjuguant avec des sulfates, avec des acides aminés, etc. Et ça va être relativement plus soluble, et puis ça va pouvoir être éliminé, par exemple par voie biliaire. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc ce métabolisme et l'efficacité de ce métabolisme va conditionner la demi-vie, qui peut être de quelques minutes, pour toutes ces molécules de très petite taille, dégradées rapidement ou éliminées rapidement par le rein, voire à quelques jours. La thyroxine, la tétraiodothyronine, elle a une durée de vie pratiquement d'une semaine, qui est relativement long donc pour une hormone de ce type, de cette petite taille. Tout simplement parce qu'elle est transportée sous forme liée. Et puis à côté de la métabolisation, bien sûr, il y a l'action de ces médiateurs sur leurs cellules cibles. Et donc, on va mettre en jeu des récepteurs, sachant que il y a une définition de base de l'action des hormones. Un récepteur pour une hormone, chaque hormone a un récepteur spécifique. Alors ça, c'est la définition, mais peut-être maintenant vous avez quelques notions, par exemple sur les catécholamines. Les catécholamines, je l'ai évoqué la dernière fois, il y a 5 sous-types de récepteurs. Il y a déjà 2 types qu'on appelle alpha et bêta, les principaux effets alpha catécholaminergique ou bêta catécholaminergique. Et puis à l'intérieur de ces types alpha et bêta, vous avez alpha 1, alpha 2, ou bêta 1, bêta 2, bêta 3. On voit que déjà il y a des récepteurs multiples finalement pour certains médiateurs. Normalement, il doit y avoir une affinité élevée. En fait, c'est pour certains médiateurs, on va avoir un récepteur qui est pas très spécifique. Plusieurs hormones peuvent s'y lier. C'est le cas de certains stéroïdes. On va avoir un récepteur qui peut lier plusieurs hormones, mais l'affinité va varier. Par exemple, la testostérone. La testostérone, pour être active, elle peut agir. Alors, ça, c'est pour les effets musculaires, elle agit directement. Mais pour tout ce qui est caractère sexuel secondaire, la pilosité, les choses comme ça, il faut qu'elle soit hydroxylée. Et cette hydroxystestostérone, en fait, elle agit sur le même récepteur que la testostérone. Simplement, il y a une différence d'affinité dans les tissus qui sont responsables de vos caractères sexuels secondaires, au niveau du follicule pileux, par exemple. Eh bien, c'est cette forme hydroxylée qui est plus active parce qu'elle a plus d'affinité pour ce récepteur que la testostérone. Et donc, par exemple, les individus qui présentent une calvitie, pourquoi ils ont moins de cheveux? Tout simplement parce que c'est une différence d'action entre testostérone et hydroxytestostérone. Et il y en a un peu trop et ça joue sur le follicule pileux. Donc, des variations quand même d'affinité entre les cellules. Il y a un nombre variable de récepteurs. Il y a des cellules qui expriment de très nombreux exemplaires d'un même récepteur. Et puis, parfois, il peut y avoir moins d'un millier.
Ce qui est de toute façon notable, quel que soit le nombre de récepteurs par cellule, c'est qu'en général, comme beaucoup de systèmes biologiques, l'action des hormones, c'est un système redondant, c'est-à-dire que vous avez infiniment plus de récepteurs que nécessaire pour obtenir l'effet que vous souhaitez. Et donc, dans des conditions physiologiques, il n'y a qu'une fraction des récepteurs qui est nécessaire, l'occupation d'une fraction des récepteurs nécessaires pour obtenir une réponse maximale à l'hormone. Par exemple, vous exposez une cellule à de l'insuline, il y a un moment où il y a encore des récepteurs libres, vous pourrez toujours mettre plus d'insuline pour fixer plus de récepteurs, mais l'effet n'augmentera plus. Il y a une espèce de saturation. Ça correspond en quelque sorte à une réserve biologique. Ces cellules ont la capacité, si la cellule devenait moins sensible, eh bien, on augmenterait l'occupation du nombre de récepteurs. Il y a un certain nombre d'exemples comme ça dans votre organisme, de structures qui ont une capacité très très largement excédentaire par rapport à votre besoin métabolique. Ne serait-ce que si vous regardez l'intestin, vous avez une surface intestinale qui est colossale. On dit, les physiologistes aiment bien dire, la surface d'échange de l'intestin, c'est l'équivalent d'un terrain de tennis. Mais vous n'avez pas besoin de tout ça pour digérer, parce qu'on sait bien qu'il y a des individus chez lesquels on va enlever l'intestin, il restera avec moins d'1 mètre, ils continueront à avoir un équilibre physiologique. Là, c'est la même chose. Vous avez plein de récepteurs, mais il n'en faut qu'une partie finalement pour l'effet biologique. Ce qui veut dire aussi que dans certaines pathologies, les manifestations de la pathologie vont mettre du temps à apparaître. Par exemple, dans le diabète de type 2, le diabète de type 2, je vous disais tout à l'heure, il y a des patients qui, du fait de leur surpoids, vont être de moins en moins sensibles à l'action de l'insuline. Ils développent ce qu'on appelle une insulinorésistance. Et puis, un jour, ils vont avoir des manifestations, des symptômes liés à leur diabète de type 2. Pourquoi c'est un jour? Parce qu'il faut très longtemps avant que la cellule perde réellement sa sensibilité à l'insuline. Mais ça fait depuis longtemps que le système se dégrade. Donc le nombre de récepteurs va progressivement diminuer, la réactivité des récepteurs vont progressivement diminuer. Et puis il y a un jour où ça ne marchera plus suffisamment. Et à ce moment-là, on va avoir les effets secondaires. Alors, les manifestations d'abord biologiques. Chez le diabète de type 2, chez le diabétique de type 2, ça va être d'abord une hyperglycémie. Donc il faudra quand même lui prélever du sang pour voir si son glucose est normal. Et puis, au bout d'un certain temps, ce glucose qui est resté trop longtemps trop élevé, il va entraîner une insuffisance rénale, voire une cécité, une cataracte. Chez certains patients, on va être obligé de les amputer d'une jambe, d'une extrémité, parce qu'il y aura une insuffisance circulatoire. Et donc, ça peut être très long, finalement, entre le début de détérioration du nombre de récepteurs sensibles et puis les manifestations pathologiques. Et puis donc le dernier élément sur ces récepteurs, sur ces généralités sur ces récepteurs, c'est que certains sont intracellulaires. Je l'ai mentionné à propos des hormones thyroïdiennes, mais c'est valable pour la plupart des stéroïdes. Et puis sinon pour les peptides, les protéines, de toute façon, les protéines, les peptides, ça ne traverse pas spontanément les membranes, donc ce sont des récepteurs membranaires. Alors, pour les hormones à récepteurs membranaires, on va commencer finalement le cas plus simple. On distingue quatre cas de figure. Le premier, c'est quoi? C'est un récepteur qui est représenté ici en bleu avec donc son site de liaison à l'hormone. Et puis, en fait, ce récepteur est en lui-même, par exemple, un canal ionique. Il y a des canaux calciques qui répondent à l'action de certains médiateurs, les catécholamines. Certains des récepteurs aux catécholamines sont en fait des canaux calciques. Et lorsque les catécholamines vont se lier à ce récepteur, eh bien, ça va permettre le passage de calcium dans la cellule. Et puis, cette augmentation du calcium intracellulaire va entraîner la réponse cellulaire. Deuxième type de message, d'interaction. Donc toujours notre récepteur avec son premier messager. Je parlais avec l'insuline. L'insuline, lorsqu'elle se lie à son récepteur, elle change la conformation du récepteur et celui-ci développe une activité enzymatique. Au départ, il commence par se transformer tout seul, il va s'auto-phosphoriner
Et puis, dans un deuxième temps, il va acquérir une activité dite tyrosine kinase qui va lui permettre d'interagir avec un certain nombre de substrats intracellulaires. Pour lequel l'insuline, il y a deux grands types de molécules qu'on appelle très prosaïquement un insulin receptor substrate, donc substrat du récepteur de l'insuline. Et lorsque ces substrats seront phosphorinés, ils vont à leur tour agir sur d'autres protéines intracellulaires pour entraîner, induire la réponse métabolique. Troisième type, c'est un peu le cas du récepteur, par exemple, à l'hormone de croissance. Là, c'est un récepteur qui est couplé à une enzyme. Donc, ce sont en fait deux protéines différentes, le récepteur proprement dit, et puis une JAK kinase qui est associée au récepteur. C'est finalement, en termes de fonctionnement, pas très, très différent du précédent. Lorsque l'hormone de croissance se lie à son récepteur, ce récepteur active l'enzyme, la JAK kinase, et puis celle-ci va à son tour agir sur des substrats intracellulaires pour induire la réponse intracellulaire. Et puis le dernier type de récepteur membranaire, vous le connaissez sans doute, c'est l'exemple par exemple du glucagon. Le glucagon, vous avez donc notre récepteur activé par le glucagon qui va interagir avec des petites protéines qu'on appelle les protéines G. Alors vous savez qu'il y a plusieurs protéines G, inhibitrices, activatrices, etc. Ici, bon, on ne va pas rentrer plus dans le détail que ça, mais ces protéines G vont pouvoir modifier le fonctionnement. Alors ça peut être de canaux ioniques, ça peut être le fonctionnement d'enzymes pour induire un signal et qui va être à la base du réponse cellulaire. Dans le cas du glucagon, le glucagon induit donc cette protéine G activatrice qui va agir sur une enzyme qui est l'AMP cyclase, donc une enzyme qui va transformer l'AMP, enfin l'ATP en une molécule cyclique, l'AMP cyclique. Et cet AMP cyclique va pouvoir agir sur une protéine kinase A, l'activer pour induire les effets biologiques du glucagon. Ça, c'était donc les hormones à récepteurs membranaires. Je vous disais, certaines hormones agissent par contre au niveau intracellulaire, pour l'essentiel des hormones stéroïdes, mais également le récepteur des hormones thyroïdiennes, l'acide rétinoïque qu'on ne considère pas vraiment comme une hormone, mais qui est le dérivé de la vitamine A et qui a aussi des propriétés de régulation cellulaire. Et puis, qui n'est pas sur ce schéma, la vitamine D, par exemple. La vitamine D, elle aussi, plutôt la forme active, la forme hormonale active de la vitamine D, va elle aussi agir sur des récepteurs intracellulaires. Alors, depuis très longtemps, on connaît des récepteurs à action, on va dire, nucléaire. Notre hormone va se lier en fonction de sa spécificité à l'un de ces récepteurs. Il y a une structure de liaison de l'hormone. Et puis, une fois que l'hormone est associée à ce récepteur, ça va provoquer la dissociation du récepteur avec des protéines chaperones avec lesquelles elle était liée. Et à ce moment-là, cela va démasquer ce site représenté en rouge, qui est le domaine de fixation à l'ADN, qui va donc permettre au récepteur d'interagir avec des séquences promotrices au niveau des gènes spécifiques des cellules cibles. Et puis bien sûr, il y a toujours des domaines un peu plus spécifiques supplémentaires correspondant à, on va dire, la régulation un peu plus fine de l'action de ces hormones. Donc ça, c'est une structure assez classique de récepteurs intracellulaires à action nucléaire. En fait, on s'aperçoit à l'heure actuelle qu'il existe sans doute, alors pour certains c'est bien établi, des récepteurs qui ne sont pas présents pour agir dans le noyau des cellules. Par exemple, pour les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, il y a des récepteurs présents au niveau de la mitochondrie qui vont permettre, lorsque les hormones thyroïdiennes se lient à ce récepteur mitochondrial, d'activer le métabolisme énergétique mitochondrial et donc augmenter finalement l'activité de cette cellule et activer, on va dire, la dépense énergétique au niveau de la cellule. On a aussi la preuve pour ce qui est de la vitamine D. La vitamine D, elle aussi, a des actions non nucléaires, extranucléaires,
Et puis, il commence à y avoir de plus en plus de travaux récents autour de la testostérone sur les effets anabolisants, en essayant de développer des molécules qui avaient les propriétés anabolisantes de la testostérone sans en avoir les propriétés virilisantes, parce que ça a un intérêt en thérapeutique, en particulier chez la personne âgée, etc. Eh bien, on s'est aperçu que la testostérone, elle agissait bien sûr sur ce système pour modifier l'expression, par exemple, des caractères sexuels secondaires, mais qu'elle agissait aussi indépendamment sur des systèmes, on n'a pas encore clairement identifié d'ailleurs le récepteur à ce stade-là, mais qui interfèrent avec, par exemple, la signalisation de l'insuline, etc. Et donc qui pourraient participer aux effets purement anabolisants de ces hormones stéroïdiennes. Alors, bien sûr, la sécrétion, on l'a vu, elle est déclenchée par une variation d'un signal. Et donc, il faut essayer de comprendre quels sont comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut avoir comme grand facteur de régulation. D'abord, il existe pour un certain nombre d'hormones une rythmicité. Certaines hormones sont, on va dire, produites de façon un peu anarchique. En général, on parle de rythme ultradien, c'est-à-dire qu'il y a souvent des pics, souvent de très courtes salves de production de ces hormones, sans schéma vraiment identifiable dans le rythme de cette sécrétion. Souvent, d'ailleurs, il y a une superposition entre ce rythme ultradien et puis les autres. Si vous prenez l'hormone de croissance, elle est produite de façon plus importante quand vous dormez. C'est pour ça qu'on dit que vous grandissez en dormant. Tout simplement parce que c'est vrai, c'est parce que pendant que vous dormez, vous produisez plus d'hormones de croissance. Et donc, si vous regardez de façon, j'allais dire, vous prenez un prélèvement toutes les heures, au cours de la journée, vous allez voir l'hormone de croissance qui monte la nuit et puis qui redescend dans la journée. Si vous amusez à faire des prélèvements, on va dire toutes les minutes ou toutes les 5 minutes, vous allez voir que par rapport à cette courbe qui monte tranquillement et qui descend tranquillement, en fait, vous avez tout le temps des petits pics comme ça, et puis ça se calme, et puis ça remonte, et puis voilà. Et donc voilà, il y a une pulsatilité de la sécrétion d'un certain nombre d'hormones. Donc rythme ultradien. Ensuite, vous avez des rythmes dits circadiens, ce que j'évoquais, cette hormone de croissance qui est produite plutôt. Alors en fait, ce n'est pas tellement pendant la nuit. Vous avez un rythme veille-sommeil normal. Vous dormez la nuit et vous travaillez le jour, enfin j'espère. Et donc c'est la nuit que vous produisez l'essentiel de l'hormone de croissance. On sait que chez les travailleurs, les veilleurs de nuit, les travailleurs postés qui travaillent la nuit, eh bien on va avoir une inversion du rythme. Ils vont être en fait, le pic d'hormones de croissance correspond à leur période de sommeil. C'est le sommeil qui est l'élément déterminant sur la production de cette hormone. Et puis il y a d'autres choses qui varient un peu de la même manière. Vous produisez, messieurs, vous produisez un peu plus de testostérone à la fin de la nuit. Je ne sais pas s'il y a un exemple sur le cortisol, le cycle du cortisol. En fait, la nuit, aux alentours de minuit, votre concentration de cortisol plasmatique est extrêmement basse, et puis ça se met à augmenter avec un pic. Alors ici, c'est par rapport à un exemple de patient, d'individu, mais le pic est aux alentours de votre réveil, dans la période qui suit votre réveil. Et puis ensuite, il va y avoir une tendance globale à la diminution, avec des pics conditionnés par les différents événements, pas forcément de stress violent, mais toutes les sollicitations de votre organisme. Et puis, ça va redescendre, et puis on va revenir à notre niveau initial de l'ordre de 0. Et donc, vous avez à la fois cette pulsatilité et cette grande tendance au cours de la journée. Et puis, il y a aussi des variations dites circannuelles, variations avec les saisons. Vous produisez un peu plus d'hormones de croissance, alors que je ne me trompe pas, en hiver par rapport à l'été. Vous produisez un peu moins d'hormones correspondant à la vitamine D active en hiver par rapport à l'été. Enfin, voilà, il y a des variations qui sont conditionnées par
l'éclairement, l'intensité des longueurs d'onde solaires, etc. Tout ça peut conditionner des variations pour certaines hormones. Alors, bien sûr, là, quels sont les facteurs de contrôle? Voilà, je vous parlais de l'alternance veille-sommeil, l'activité, etc. Après, il y a toutes sortes de stimuli que l'on a évoqués un peu la dernière fois, les variations du milieu intérieur, différents ions, différents nutriments, les variations de l'osmolarité. Il y a différents neurotransmetteurs. Je parlais de l'axe hypothalamo-hypophysaire tout à l'heure. L'hypothalamus produit un certain nombre de transmetteurs qui commandent la sécrétion de médiateurs par la partie antérieure de l'hypophyse. Il y a des interactions entre hormones, on aura l'occasion de le voir sur certains exemples de régulation de la fonction gastrique, par exemple, ou pancréatique. Et puis, il y a des phénomènes divers, hein, de stresseurs. Par exemple, des facteurs mécaniques. Lorsque vous mangez, votre estomac se remplit et la distension de l'estomac, ça va produire une sécrétion plus importante de gastrine, où votre contenu gastrique va passer dans le duodénum, donc la partie initiale de l'intestin. Ça va entraîner une petite variation, une dilatation de ce duodénum qui va lui aussi produire des hormones qui sont nécessaires pour réguler votre fonction digestive, contrôler votre prise alimentaire, etc. Voilà, donc il y a toutes sortes de facteurs qui sont potentiellement impliqués dans cette régulation endocrinienne. Et puis, dernier élément, dernier niveau de variation de la réponse, de l'efficacité de ces médiateurs, c'est bien sûr la réponse des cellules cibles, parce qu'il peut y avoir des interactions d'une hormone avec l'expression de ses propres récepteurs, voire avec la signalisation sur d'autres récepteurs. Souvent, il peut y avoir des boucles de rétrocontrôle, des changements d'affinité, et d'ailleurs très souvent par phosphorylation au niveau d'un récepteur. Je donne toujours l'exemple de l'insuline. L'insuline, lorsqu'elle se lie à son récepteur, elle induit une cascade de signalisation, et on sait qu'à un certain niveau de cette cascade, eh bien, une des protéines activées par l'insuline va avoir un effet inhibiteur sur le récepteur. C'est comme si l'insuline provoquait la propre extinction de son signal. Il ne faut pas que ce signal dure indéfiniment, et donc il y a un rétrocontrôle par les cibles en aval du récepteur de l'insuline. En même temps, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer sur le récepteur de l'insuline. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Toujours la même chose, hein, si vous faites de la physio au deuxième semestre. Dans le diabète de type 2 que j'évoquais tout à l'heure, une partie de la pathologie, qui est finalement une diminution progressive de la sensibilité à l'insuline, elle est liée à toutes sortes de choses, mais en particulier au fait que vous avez plus de graisse et plus d'acides gras libres dans votre plasma. Ces acides gras libres, ils vont entraîner, sans rentrer dans le détail du mécanisme, ils vont entraîner une phosphorylation du récepteur de l'insuline, mais phosphorylation différente de celle que j'évoquais tout à l'heure. Et cette phosphorylation va être inhibitrice. Donc il peut y avoir une régulation de ce type-là. Et puis il peut y avoir aussi une modification du nombre de récepteurs, ce que j'évoquais tout à l'heure. Souvent, c'est ce qu'on appelle une régulation négative, down regulation. Parfois positive, ça c'est plus exceptionnel, up regulation. Alors dans le cas on va rester, hein, moi j'aime bien l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone des prix Nobel, c'est génial, parce que c'est prix Nobel de chimie pour la structure des protéines, c'est prix Nobel de biochimie, la méthode radio-immunologique, c'est toutes sortes de prix Nobel autour de ça. Et donc là, pour parler de la régulation négative, je vous disais tout à l'heure, quand l'insuline se lie à son récepteur, après avoir induit son signal, elle est internalisée. Et puis notre vésicule d'internalisation fusionne avec des lysosomes. Et dans les lysosomes, on détruit l'hormone. Et normalement, le récepteur est en partie recyclé, au moins en partie. Normalement, dans le cas de l'insuline, c'est pratiquement l'intégralité du récepteur qui est recyclé. Si vous exposez trop souvent
une cellule a des quantités importantes d'insuline, en fait, vous stimulez trop ce mécanisme d'internalisation et de recyclage. Et donc, vous augmentez finalement la quantité de récepteurs qui va être dégradée, qui n'est pas recyclée. Et comme vous diminuez progressivement le nombre de récepteurs, quelque part, vous diminuez la capacité de réponse de la cellule. Ça participe aussi à l'évolution vers le diabète de type 2. Alors, bien sûr, il est pas, je crois que c'est la dernière. Ça va être court aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il n'est pas le but ici avec cette diapo n'est pas de récapituler l'ensemble des choses, mais juste vous donner une idée de l'importance des différents systèmes. On a parlé la dernière fois avec le système végétatif de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et donc vous voyez ici, c'est-à-dire pratiquement l'ensemble des grands systèmes de régulation hormonale, endocrine de votre organisme. Et vous voyez que l'essentiel est quand même sous la dépendance de cet axe hypothalamo-hypophysaire qui gouverne en parallèle le système neurovégétatif. Et donc on comprend bien ce système de fonctionnement coordonné pour réguler l'ensemble de votre métabolisme. Et donc pour la plupart de ces systèmes, alors je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'hypothalamus, c'est une structure nerveuse, et donc il y a en fait quelques neurones qui vont directement libérer leur médiateur au niveau sanguin. Et donc c'est ce qu'on a au niveau de la post-hypophyse, une hormone qu'on appelle l'hormone antidiurétique, participe à votre équilibre hydrominéral, et puis une hormone auquel on s'intéresse de plus en plus. D'ailleurs, c'est un bon jour pour en parler, hein, c'est une journée de l'autisme. Et puis, il y a un grand plan autisme qui est d'ordre du jour actuellement. Il semble que cette ocytocine, ce soit un des éléments de contrôle de votre régulation des relations avec les autres. Si vous n'en avez pas assez, vous avez du mal à interagir avec les autres. Si vous en avez trop, ça a tendance à modifier votre comportement, ça ne vous rend pas agressif, ça vous rend, j'allais dire, tribal. Vous défendez votre tribu. Il y a eu des expériences amusantes avec l'ocytocine. On a fait ça chez des joueurs d'une équipe de sport collectif. Il y avait une équipe traitée et l'autre qui n'était pas traitée. Et c'est vrai que l'équipe traitée devenait un peu violente quand même. Hein. Ils se défendaient entre eux assez violemment. Donc ça, c'est un truc assez amusant et assez important à l'heure actuelle. Mais bon, trêve aparté. Vous voyez ici, pour le reste, ça va être l'interaction entre l'hypothalamus et l'autre partie de l'hypophyse qu'on appelle l'antéhypophyse pour contrôler des systèmes majeurs, le gonade, l'essentiel de votre métabolisme avec en particulier le foie, les hormones thyroïdiennes, votre métabolisme énergétique. Alors, il n'y en a qu'un qui est une cible un petit peu particulière, c'est cet axe dopamine, TRH vers la prolactine pour contrôler la lactation. Bon. Mais sinon, tous les autres, ils ont aussi des médiateurs qui sont produits en réponse. Et puis, avec la CTH, la corticosurrénale, la production des glucocorticoïdes et votre réponse au stress. Et puis, vous voyez que même là, votre corticosurrénale est accolée à une autre glande importante du système neurovégétatif qui est la médulose surrénale. Bien sûr, vous avez d'autres éléments qui vont participer, on ne va pas rentrer dans le détail là-dedans, mais sur votre digestion, sur votre métabolisme osseux, et puis des choses qui sont plus autour de l'équilibre hydrominéral, et puis votre fonction cardiovasculaire. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais vraiment pour vous souligner l'importance de ce système hypothalamo-hypophysaire dans le contrôle de fonctionnement, avec cette espèce d'axe un peu particulier, des hormones, enfin des neurohormones qui agissent sur la production d'hormones pour contrôler d'autres hormones au niveau périphérique. Merci de votre attention.